bonjour, bienvenue sur le plateau de Champ de Vision. Permettez-moi de vous présenter nos deux invités avec qui nous allons parler économie cet après-midi. Bart Depourcq, bonjour. Vous prenez votre micro, on ne vous entend pas. Bonjour. Sinon. Voilà, vous êtes président de la Confédération européenne du lin et du chanvre. Et Damien Durand, bonjour Damien. Bonjour. Alors vous êtes directeur économie de la Confédération européenne du lin et du chanvre. C'est vous qui avez la machine à calculer et les logiciels en permanence. Pas que, mais j'en ai la lourde responsabilité. Alors vous allez nous parler économie, donc bien écoutez, comme on dit, je vais vous laisser les clés, allez-y, on commence avec vous. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter un petit peu la CELC. Donc, je ne sais pas si ça marche. Apparemment... voilà, ça va arriver. Ça va arriver. On n'est pas sur le bon PTT, apparemment. Voilà, dans quelques secondes, ça va arriver, ce qu'on appelle les aléas du direct. Voilà, donc on revient sur le plateau. Mais c'est vrai qu'avec la chaleur ici, au-dessus de l'innovation, on peut concevoir que de temps en temps, ça bug un peu. Vous voyez, on y arrive. Oui, on y arrive. Donc, en tout cas, pour commencer cette intervention, je voudrais vous parler de la CELC et donc ses missions principales. Donc, la CELC, c'est une organisation quasiment inédite qui regroupe tous les stades de la production. Et quand on parle de tous les stades de la production, ça va de la culture, de la transformation, du commerce, de la filature, du tissage et toutes les applications techniques issues, toutes les applications techniques qu'on peut faire avec une fibre de lin. Et donc la CELC regroupe tous ces métiers-là. On a à peu près 10 000 adhérents dans 14 pays européens. Donc on est la seule structure qui regroupe toutes les étapes de transformation du lin et du chanvre actuellement. Donc on a été créé en 1951. Et donc aujourd'hui, en tout cas, la CELC est assez, interrogée. Et puis, en tout cas, nos missions principales, c'est informer, défendre et promouvoir tous les débouchés du lin. Et donc tous les débouchés, c'est aussi bien les débouchés techniques que les débouchés textiles. Donc ça, c'est quand même notre cœur de mission. Et aujourd'hui, à la CELC, on a 4 pôles. Il y a 2 pôles principaux qui sont le pôle innovation, le pôle promotion, et après, on a 2 pôles support qui sont les relations adhérents. Et là, un pôle quand même pour nous important, c'est le pôle économie qui est dirigé par Damien Durand, qui est parmi nous ici sur le tour de table. Et donc lui, il nous parlera plus en détail de toutes les spécificités de l'économie lin. Juste une question, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de pays où on produit lin et chanvre. Moi, je pensais que c'était limité à la France, à la Belgique et aux Pays-Bas. La France, la Belgique et les Pays-Bas, c'est surtout les producteurs. Mais quand on parle, du commerce, quand on parle de la filature, il y a bel et bien l'Italie, il y a la Lituanie, il y a la Pologne, qui sont quand même des pays hyper importants pour ce qui concerne la filature. Et puis après, faut pas oublier les tissages. Donc les tissages, c'est eux qui consomment le fil pour ensuite en faire un tissu. Eux, ils sont localisés quasiment dans tous les pays européens. Donc c'est pour ça que bel et bien on est une filière européenne. Alors je vous laisse poursuivre votre présentation. Oui, donc le prochain slide que je veux vous montrer, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui le savent, mais en tout cas quand notre fibre doit se transformer en fil, et le fil il peut être utilisé dans l'habillement féminin, masculin, enfantine. Donc ça représente à peu près 60% de notre marché. Et après, il y a 30% qui est donc dédié à l'art de vivre et à la décoration de la maison. Donc ça, c'est aussi pour nous, en tout cas, une application relativement importante, puisque ces marchés-là utilisent plutôt des fils plus grossiers. Les fils les plus fins sont utilisés surtout dans l'habillement.
Et puis après, il y a 10% de nos fibres qui sont utilisées dans les autres applications, donc plus industrielles. Et donc vous voyez là-bas un casque. Donc avec du lin, on est capable de faire des composites, mais avec du lin aussi, on fait du papier. Par exemple, le papier dollar est un papier issu de la fibre de lin. Je ne vais plus regarder mon dollar de la même façon. C'est sûr, quand tu mets un billet de 5 € dans votre poche, dans un jean, et puis de l'autre côté, vous mettez $1, et vous les sortez après une journée quand vous portez ton jean, vous allez voir la différence entre le billet de 5 $, le billet de 5 € et le billet d'$1. C'est quoi la différence ? Le dollar, c'est une structure, c'est un tissu, c'est tout à fait différent. Donc ça, c'est les applications telles qu'on les connaît actuellement. En tout cas, pour revenir à ce slide-là, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, la CELC, je vous ai déjà dit, c'est informer, défendre, promouvoir. Promouvoir, c'est surtout aller chercher des nouveaux marchés. Et pourquoi on cherche des nouveaux marchés ? C'est pour augmenter le volume de fibres qui sera consommé par ces nouveaux marchés. Ça, c'est quand même les deux premiers qui sont pour nous quand même les plus importants. Et après, il y a quand même une très grosse demande de la part de nos consommateurs d'être transparents sur l'itinéraire technique, sur ce qu'on applique sur un champ de lin. Est-ce qu'on irrigue? Est-ce qu'on met des produits phytosanitaires? Il faut qu'on soit transparent là-dessus parce qu'il y a une grosse demande RSE actuellement. On doit être traçable, on doit être tracé. Et aujourd'hui, la CELC dispose de deux marques. Il y a European Flax d'un côté et de l'autre côté, il y a Masters of Linen. Et European Flax, ça fait bel et bien référence. European Flax, c'est du lin européen produit France, Belgique, Hollande. Et Masters of Linen, c'est que quand la fibre devient un tissu, et le tissu, quand il est fait en Europe, on l'appelle Masters of Linen. Donc ça, c'est les deux grandes marques, enseignes qui sont propres à la CELC, sur lesquelles toutes nos actions de promotion sont orientées. Juste une petite question, quand vous dites conquérir des nouveaux marchés, comment vous faites? Parce que sur le papier, c'est facile de dire allez, on va conquérir le monde, mais comment on le fait concrètement? Concrètement, aujourd'hui, par exemple, on a quand même su augmenter pas mal nos ventes avec des innovations. Ce matin, je vous ai dit que les piliers principaux sur lesquels la CELC s'appuie depuis 15 ans, c'est l'innovation et le développement durable. Développement durable, il parle pour lui-même, parce que ça, c'est quand même le gros atout que Dame Nature nous a donné, c'est que on est vraiment une fibre durable. De notre côté, on fait de l'innovation. L'innovation nous a permis d'avoir des lins lavés, par exemple, des lins qui se froissent beaucoup moins qu'auparavant. Et ensuite, on a, par exemple, développé des fils pour lesquels on est capable de faire de la maille. Donc la maille, c'était quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Donc effectivement, il y a du développement européen, surtout européen, qui fait qu'aujourd'hui, on a un champ d'application plus large pour les fils du lin. Parce que le lin, en principe, c'est pas un fil qui est bien élastique. Mais avec de l'innovation, on était capable quand même de faire des très beaux t-shirts en lin qui sont utilisés chez, par exemple, Lacoste. Après, je veux vous parler de la bande de lin de Amsterdam. C'est des choses qu'on a déjà évoquées ce matin. En tout cas, cette zone-là, c'est une zone qui est elle est particulièrement propice à la culture du lin. Je vais dire non seulement à la culture du lin, à toute culture. Parce que dans ce triangle-là, en Europe, on cultive les meilleures cultures du monde. Que ce soit en pommes de terre, que ce soit en céréales, que ce soit en lin, on n'a jamais autant de rendement et autant de qualité que dans cette bande-là. Je pense que nos amis politiques, de temps en temps, ils l'oublient, mais c'est bel et bien une réalité. Ici, je ne vais pas dire qu'on laisse tomber une graine et ça pousse, mais c'est quasiment c'est comme ça. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez particulier. Et que ce n'est pas que du lin. Donc le lin, comme ça a été évoqué ce matin, c'est une culture qui aime l'alternance de la pluie. Le lin, le potentiel, il se fait par
le climat, le savoir-faire et le terroir. Et le terroir, en tout cas, on l'a. Le savoir-faire, on l'a aussi parce qu'il y a quand même une tradition de père en fils et on a quand même Arvalis qui est là pour donner un coup de main. Ils l'ont très bien expliqué ce matin, tout ce qu'ils font autour de la culture du lin pour que le producteur de base fait en sorte qu'il sorte un meilleur tonnage et un meilleur taux de fibres. Mais en tout cas, tout ça, ça fait que on a quasiment une exclusivité pour faire du lin dans cette bande-là. Après, moi je vais vous parler le lin, malheureusement ou heureusement, enfin je ne sais pas comment je dois le dire, mais ça ne représente que pour le moment 0,4% des fibres produites dans le monde. Et on voit bel et bien, si on fait l'addition des fibres issues du pétrole, ils sont quasiment à 65%. Après, il y a des fibres qui ont été adaptées comme le viscose. Mais en tout cas, ça aussi, c'est pas des fibres naturelles. Les fibres naturelles, sur ce schéma qui est assez basique, mais assez compréhensible, ne représentent que, quand on fait l'addition, à peu près un petit 30% de l'offre sur le marché, en sachant que le coton, bel et bien que c'est une fibre, naturelle, n'a pas les mêmes contraintes environnementales que du lin. Après, ce que je vous vais montrer, tout ce que je viens de vous dire, ça s'est traduit aussi par une augmentation des surfaces emblavées depuis 10 ans. Donc on voit bel et bien, quand on regarde la période 2010-2020, la hausse des hectares était de 130%. Et donc les 130%, ça veut dire aussi que derrière, il y a eu énormément d'investissements. Parce qu'on ne peut pas augmenter, on ne peut pas doubler quasiment les hectares sans investir. Parce qu'il faut investir dans des variétés, il faut investir dans du matériel de récolte et surtout aussi, il faut investir dans le renouvellement des équipements de teillage. Parce qu'en tout cas, on ne pouvait pas, comme en 2011, on était à 76 000 hectares et puis en 2020 à 162 000 hectares. En tout cas, l'augmentation des hectares s'est fait aussi par des investissements énormes aux côtés des agriculteurs et des tailleurs pour pouvoir être capable de tailler les pailles issues de tous ces hectares-là. On voit bel et bien qu'en 2021, il y a eu une rechute et la rechute était principalement due au fait de la crise du Covid. Attendez. Donc ça c'est un graphe qui est un peu plus difficile à lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la production de fibres longues du 1er janvier au 31 décembre. Donc ce qui est marqué là, et puis on voit bel et bien, si on prend par exemple la récolte 2021, les 146 000 tonnes de lin taillé que nous avons produit, ce n'est pas issu que de la récolte 2021. On a bel et bien taillé des pailles issues de la récolte 2019 dans la récolte 2020 et la récolte 2021. Parce que normalement, le taillage, normalement, elle commence au mois de septembre. Et là, c'est des quantités produites du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc ça, c'est quand même un peu différent. Mais néanmoins, ça veut bel et bien dire que l'augmentation des hectares d'un côté entraîne bien aussi une augmentation de la fibre longue. Et je sais très bien que selon les années, selon la météo, la nature ou le Dame Nature nous a été un peu plus favorable ou un peu plus défavorable. Et surtout en 2020, 2021 et même peut-être en 2022, la nature n'a pas été aussi généreuse que les années auparavant, dû peut-être aussi quelque part au changement climatique. Après, effectivement, juste pour vous expliquer qu'en 2020, on a quand même connu la crise du Covid. La crise du Covid qui s'est d'abord exprimée, ou en tout cas exprimée en Chine. Et donc, parce que nous, en tout cas, M. Macron avait dit des mots remarquables à un certain moment donné, c'était autour du 15 mars 2020, que la France était en guerre vis-à-vis, du virus du Covid-19. Et à ce moment-là, tous les teillages se sont arrêtés puisque, effectivement, on était en guerre. Mais il faut bel et bien savoir que la grosse crise avait déjà commencé au moins un mois et demi avant en Chine.
Donc, et puis après, en tout cas, quand au mois de mars 2020, M. Macron a dit ces mots-là, ben, bel et bien, la récolte 2020 était déjà emblavée. Donc on ne pouvait plus retirer des hectares. Et puis à ce moment-là, on ne savait pas encore que la récolte 2020 allait être une récolte difficile parce que il n'avait quasiment pas plu au printemps 2020, mais du fait, en tout cas, il y a des gens qui ont envoyé quand même à leurs adhérents des courriers pour dire une petite alerte parce que on va avoir beaucoup d'hectares et puis on ne va pas pouvoir tout transformer en temps et en heure. Donc pour l'année prochaine, il faut éventuellement prévoir une réduction des hectares, ce qui explique pourquoi en 2021, nous avons moins d'hectares. Mais on voit bel et bien aujourd'hui sur la récolte 2022 qu'effectivement, les hectares sont de nouveau au niveau de la récolte 2019. Donc la récolte 2019, c'était de tête 139 000 hectares. Aujourd'hui, aujourd'hui, on ne sait pas encore tout à fait le nombre d'hectares en France, Belgique, Hollande, mais en tout cas, allez, on est quand même un peu plus près de la source et ce serait autour de 140 000 hectares qui seraient emblavés en 2022, ce qui signifie que on atteint le niveau d'avant-crise. Et donc, ce qui explique bel et bien que, je n'allais pas dire l'intermezzo, mais que 2020, c'était bel et bien une crise conjoncturelle et pas structurelle. C'est la demande aujourd'hui qui est plus structurelle que conjoncturelle. Et donc, j'avais encore un slide pour vous dire qu'aujourd'hui, en 2025, donc 2025 c'est après-demain. Aujourd'hui, en tout cas, le T1 a continué à investir, à renouveler les capacités de T1 existants, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles lignes qui sont installées ou qui sont en cours d'être installées. Donc ici, dans le département de l'Eure, il y en a 2 qui vont ouvrir demain et il y en a 2 actuellement qui sont en cours d'être finis d'ici quelques mois. Donc il y a des T1, des lignes de transformation, on appelle ça une ligne de T1, qui sont installées actuellement et qui vont permettre donc à la profession de pouvoir transformer plus d'hectares. Et en tout cas, c'est pas un gros mot de pouvoir transformer plus d'hectares, le marché le demande. On a des clients aujourd'hui qui nous demandent, s'il vous plaît, livrez-moi parce que j'en ai besoin. Aujourd'hui, il y a des projets au Portugal, il y a des projets en Inde qui sont aujourd'hui à l'arrêt parce que les gens craignent qu'il n'y aura pas suffisamment de matière sur le marché dans les mois à venir. Donc, bel et bien, il y a cette confiance-là de la part aussi de la filature. Et puis, il faut bel et bien savoir que la filature et le T1, tous deux sont quasiment à 100% dépendants de la culture du lin. Parce qu'un T1 ne sait que transformer de la paille de lin, une filature lin ne sait que transformer du lin taillé. Donc les perspectives sont au vert. Je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a une concurrence d'autres cultures, colza, blé, qui est importante, mais le lin a des atouts. Lié notamment à le colza, le blé, tout ça lié à la situation internationale et à ce qui se passe en Ukraine notamment, qui peut impacter les surfaces cultivées en lin. C'est sûr et certain que ça peut impacter, mais bel et bien, le lin aujourd'hui, en tout cas pour les gens qui ont la chance d'avoir eu un peu d'eau en temps et en heure, ils vont quand même produire suffisamment de fibres à l'hectare. Avec les prix actuels, le lin est capable de concurrencer du blé à 350 € tonne sans aucun problème. Merci beaucoup, Bart de Pourck. Alors, Damien Durand, on va parler économie, puisque je rappelle que vous êtes le directeur économie de la Confédération européenne du lin et du chanvre. Et vous aussi, vous avez des slides. Oui, quelques slides, merci. Donc moi, je vais vous dresser un panorama rapide de la cartographie mondiale du lin. Je voudrais juste en introduction rappeler justement, Bart de Pourck l'a cité, la création du pôle économie de la CELC il y a 3 ans. À l'époque, mais encore maintenant, le but, c'était de répondre, notamment au niveau économique, à un mot qui a été prononcé ce matin, qui était le mot transparence. Voilà, il y avait une volonté d'avoir plus de transparence dans l'analyse économique et dans la méthodologie, avec la création d'indicateurs et une rationalisation de la veille de notre marché. Donc vraiment, la mission de ce pôle, en 3 mots, c'est collecter, comprendre et partager. Voilà, du plus compliqué au plus simple. Donc le lin, si vous voulez, il s'inscrit d'abord dans une macroéconomie textile.
Je vous ai sorti un graphique, j'aurais pu en sortir bien d'autres, il y en a un par jour qui est publié quasiment, sur la tendance actuelle au niveau du marché final. L'Institut français de la mode a lancé une étude au début de l'année en posant une question aux décideurs de la mode internationaux. Quelle est pour vous, clairement, la priorité dans le monde textile qui se dessine post-crise? Alors le premier item qui est ressorti, c'est la digitalisation, forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde post-crise, le textile final, les décideurs n'ont pas dit on veut fermer des points de vente, on veut changer la nature de nos sous-traitants ou on veut tout simplement licencier. Ils ont dit on veut un sourcing plus local et on veut éventuellement changer nos pays de production. Et le lin s'inscrit, lui, totalement dans cette tendance. C'est une fibre européenne, donc on est dans le sourcing local. Et surtout, et je vais en revenir tout de suite dans un instant, même si l'évolution de l'Asie a fait bouger les lignes, il y a toujours eu, et il y a encore, bien entendu, une chaîne de valeur complète dans le domaine du lin, du champ jusqu'au tissu, clairement. Donc nous, clairement, le lin répond à ces deux tendances mondiales. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, puisqu'on fait un peu souvent d'Europe bashing dans le domaine du textile depuis le début du siècle, de celui-ci, ce qui est un peu normal, que l'Europe est quand même toujours un leader dans le domaine du textile. On l'oublie souvent. Si on regarde par exemple la valorisation des marques et la valorisation des entreprises, on voit que les marques qui ont le plus de valeur sont quasiment toutes des marques occidentales. Si même j'enlève Uniqlo, on est vraiment dans l'occidental. Je dirais même dans l'européen, et on va faire même un peu de chauvinisme si on regarde le haut de gamme, c'est-à-dire les Cartier, les Chanel, les Hermès, même dans le français. Donc oui, il y a une production aujourd'hui qui a été largement déplacée en Asie, mais même les centres de décision, les centres de créativité, en gros là où il y a les défilés de mode, là où il y a les Fashion Week, c'est d'abord des pays occidentaux et européens. Donc il ne faut pas oublier cette chaîne de valeur préexistante à la situation actuelle et qui est très favorable au lin. Alors ce que nous on essaye d'expliquer, notamment à nos partenaires indiens ou asiatiques, Bardepour qui avait pris l'exemple ce matin, l'exemple exotique de l'Inde, à chaque fois nous on vient toujours avec ce discours pour répondre à la demande allez-vous produire assez de lin? Est-ce que vous pouvez nous garantir les approvisionnements? On rappelle qu'il y a une sorte d'équation du lin. Le lin, c'est la conjonction de 3 facteurs, la production. Il y a un facteur qu'on maîtrise, c'est l'outil industriel. Combien y a-t-il de lignes de teillage? On en développe actuellement. Pour faire une ligne de teillage, il faut signer un bon de commande et signer un chèque, avec 7 chiffres, certes au moins, mais ce n'est qu'affaire de signature. Après, il y a un deuxième élément, c'est le nombre d'hectares. Et là, je rejoins aussi ce que dit Bart. Là, c'est un arbitrage qui est fait par les agriculteurs chaque année sur faire des hectares. Et puis il y a un troisième élément, malheureusement, un troisième facteur qui lui est totalement aléatoire. Il suffit de lever la tête, c'est le climat. Alors le climat aujourd'hui est très beau pour faire des événements, c'est un peu plus complexe malheureusement pour faire pousser du lin, il est un peu trop extrême. Mais voilà, l'offre de lin, c'est une équation, vous avez une constante, vous avez une variable, c'est vous les agriculteurs, et vous avez une inconnue. Donc c'est ce message qu'on fait passer à chaque fois. Et on fait également passer le message sur la question des prix, qu'il y a un cycle en termes de prix au niveau du lin, comme dans d'ailleurs à peu près toutes les matières premières, qui va à la hausse, à la baisse, avec depuis, on va dire, l'année 2019, une amplitude de plus en plus forte entre les hausses et les baisses, même si on a une régularité. Sur ce graphique, vous avez l'évolution des prix du lin. Alors, je précise, parce qu'il faut toujours prendre les questions de prix avec des pincettes. Donc là, ce n'est pas l'astérisque en bas de page, hein, j'insiste dessus. Le graphique que je vous présente, c'est bien les prix du lin, c'est-à-dire le chiffre d'affaires divisé par le volume. On peut avoir des variations très importantes en fonction de la qualité, mais en tout cas, la tendance de fond, elle est la même, à la hausse, à la baisse. On est sur une tendance haussière actuellement, hein, c'est indéniable. Une partie s'explique par un rattrapage post-crise, et puis l'autre s'explique par une tendance actuelle de hausse des matières premières, et y compris textiles. Mais le lin ne fait pas pire et peut-être même mieux en tendance de hausse, par exemple, que le coton. J'essaie de passer à la slide suivante. Alors voilà, la carte du lin mondial. Très rapidement, côté production, culture et teillage, on est à la fois sur quelque chose de mondialisé, mais de très restreint. Les pays dans le monde qui font du lin, à un niveau quand même autre qu'anecdotique, c'est les doigts de la main. Et encore, peut-être même un peu moins, mais bon, on va présumer que vous avez 10 doigts. En gros, l'Europe, les 3 pays qui font les 3/4 de la production de fibres. Après, vous avez un pôle pays de l'Est, Biélorussie, Russie. Vous avez l'Égypte, qu'il ne faut pas oublier. Et à la fin, vous avez l'Asie. Si vous regardez la carte de la filature, vous prenez la même carte, mais vous la retournez. C'est la même chose, mais vous la retournez. Et vous rajoutez 1 ou 2 pays, notamment l'Inde, qui ne fait pas pousser de lin, qui ne produit pas de fibres. Le climat indien n'est pas tout à fait le même que le climat normand, donc ça ne s'y prête pas vraiment. Et vous avez bien sûr la Chine en leader incontesté au niveau de la filature. Mais là-dessus, c'est important, en Europe, vous avez une chaîne de valeur complète et qui n'a jamais été rompue,
même par la hausse de la Chine. Agriculture, teillage, le peignage de fibres longues ou de fibres courtes, qui se fait aussi en Pologne, aux Pays-Bas, en Lituanie et bien sûr en France. La filature, j'en reviendrai dans un instant. Et bien sûr le tissage et la maille, comme l'a dit Bart, dans tous les pays européens, pratiquement, enfin dans de nombreux pays européens, pratiquement tous les pays de l'Union européenne, à quelques exceptions près. Ça dépend des arbitrages des tisseurs. Donc on est actuellement dans une tendance à la réindustrialisation au niveau européen pour la filature. C'est bien une réindustrialisation et pas une relocalisation. Parce qu'en fait, on ne ferme pas des filatures en Pologne ou en Chine pour en ouvrir en France, mais c'est bien des nouvelles capacités qui se créent. Alors en France, on avait, au tournant de la décennie, en gros, la carte européenne, de la filature, c'était deux géants, deux acteurs importants qui étaient Safilin, la société française avec des usines en Pologne, et une société italienne qui s'appelle Linificio, avec une filature en Lituanie, une filature en Italie et une filature en Tunisie. Et deux acteurs plus petits, la société Lambrecht, qui est une société belge avec une usine en Pologne, et la société Siulas, avec une usine en Lituanie. En fait, c'est un tisseur qui se servait de sa filature pour alimenter son tissage. Là, on est dans une tendance à la réindustrialisation. On a 3 filatures, maintenant c'est fait, qui ont ouvert en France. Vous avez la filature Emmanuel Lang en Alsace, qui fait du fil au sec, des gros titrages plutôt pour l'ameublement. Et vous avez donc 2 filatures qui sont opérationnelles plus importantes depuis peu, qui sont la filature Safilin à Béthune et la filature The French Filature du groupe coopératif Natop dans l'Eure. Et vous avez également un projet de filature actuellement, l'Infini, en Bretagne. Et vous avez d'autres projets, 2 projets notamment au Portugal, comme l'a recité Bart, un projet qui s'appelle Nau Verde et un projet qui s'appelle B-Stitch, pour dire que c'est quand même bien une tendance européenne chez des pays qui étaient déjà présents sur la carte du lin, avec des acteurs qui étaient déjà présents sur la carte du lin et qui investissent parce qu'ils croient au développement d'une filature lin européenne, plutôt sur des marchés haut de gamme. Je balaye assez rapidement les autres pays de la carte du lin, parce que c'est des pays peu nombreux, mais chacun a sa spécificité. Donc vous voyez, ça nous donne plus de travail que n'en a l'air. Il y a peu de pays, mais chacun est un cas unique. Alors je vais commencer plutôt par celle-là. Vous avez d'abord la Chine. Donc la Chine, c'est une chaîne de valeur inversée. Pas beaucoup de culture du lin, pas beaucoup de fabrication de fibres de lin. On est à peu près à 4000 hectares. Vous avez ici des agriculteurs dont le tailleur fait sans doute bien plus que 4000 hectares. Mais par contre, une puissance dans la filature et une puissance dans le tissage. La Chine, c'est 3/4 des capacités mondiales de filature. Et les 3/4 restent dans le tissage chinois. Donc eux, ils dominent clairement ces 2 maillons. Après, vous avez l'Inde. Donc l'Inde qui ne produit pas de lin, pas d'agriculture, pas de taillage, mais qui par contre a des filatures. C'est le 2e acteur mondial. Et la caractéristique de l'Inde, des entreprises indiennes, c'est qu'en fait, ce sont des entreprises qui filent, qui tissent, et même pour certaines qui vendent directement sur le marché final, et parfois dans des chaînes de magasins entièrement dédiées au lin, notamment une chaîne qui s'appelle The Linen Club, où c'est des magasins où il n'y a que du lin à l'intérieur, que du lin pour de la mode masculine, qui est la grande spécificité indienne dans le domaine du lin. Et vous avez aussi, et ça on y est toujours très sensible dans la filière, des campagnes de publicité à la télévision qui font la promotion de la mode masculine du lin, avec du lin parfois 100% European Flax. Donc voilà, vous voulez voir du lin masculin avec le logo 100% European Flax, vous regardez la télé indienne. Là, vous en avez. Et après, vous avez donc les outsiders. N'ayez crainte, je me dépêche, je vois qu'on rentre dans la zone de turbulence. Alors, vous avez le pôle pays de l'Est, qui est la Russie et la Biélorussie. Là aussi, c'est 2 pays qui ont une chaîne de valeur complète. Ils cultivent, ils taillent, ils filent, ils tissent, et ils échangent beaucoup entre eux. Vous voyez, ils échangent des armes, des forces armées, mais aussi du lin. Vous voyez, c'est vraiment, historiquement, des zones d'échange. Vous avez l'Égypte, qui est un acteur qu'on oublie souvent, mais qui en fait fait du lin maintenant depuis plusieurs millénaires. Les millénaires passent, mais l'Égypte est toujours là. Alors eux, ils ont leurs propres standards de production. On va dire que sur la question du ruissage à l'eau ou de l'irrigation, ils sont un peu plus désinhibés que les pratiques européennes, ce qui leur permet aussi sans doute d'exister et d'être réellement présents sur cette carte. Et vous avez aussi parfois dans le domaine de la filature des pays qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Vous aviez le Brésil, par exemple, sur la carte du lin au niveau de la filature, qui a disparu progressivement dans la première décennie des années 2000. Et vous avez un pays qui est apparu récemment, avec les moyens, qui est l'Éthiopie, qui développe notamment une très grosse filature en lin. Alors c'est généralement des capitaux chinois, qui sont très présents en Éthiopie, pas que dans le domaine du lin, qui profitent aussi de zones franches très accueillantes pour les capitaux chinois, pour développer des capacités de production. Et je prends les 30 dernières secondes qui me restent pour dire, si vous deviez retenir 3 chiffres des présentations conjointes de Bart Depoorck et moi-même, ce seraient les 3 suivants. Déjà, l'Europe, au niveau de la production de fibres,
c'est, selon les années, 75 à 80% de la production mondiale de fibres longues. Entre les 3/4 et 80%, toutes les années. On a vraiment une position de leader dominant, ce qui n'empêche pas le teillage européen de continuer à investir. Secondo, au niveau des surfaces, cette bande côtière de Caen à Amsterdam, c'est un peu plus de 60% des hectares mondiaux. Ça dépend de ce que font les autres pays chaque année, mais en gros, c'est presque les 2/3. 2 hectares sur 3 sont ici. Et enfin, le troisième chiffre, Bart l'a répété, le lin, c'est 0,4% de l'offre mondiale de fibres, en ajoutant les fibres longues et les fibres courtes. Vraiment, toutes les fibres. On est donc vraiment ce petit acteur cerclé de rouge en bas à droite du graphique, mais qui continue à innover, et dont l'Europe de l'Ouest est le pôle d'excellence. Merci beaucoup, Damien Durand. Bart, moi j'aurais une dernière question à vous poser. Je regardais les chiffres que nous présentait Damien à l'instant, notamment sur les pays producteurs. Notamment, on voyait l'axe qui actuellement connaît de grosses difficultés, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie également, qui a aussi une zone sous embargo. Est-ce que finalement, comme on dit, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres? Est-ce que ça peut vouloir dire que il peut y avoir des opportunités de culture, de teillage, de filature pour des entreprises belges, néerlandaises et françaises? Il y a bel et bien des opportunités, bel et bien, surtout au prix auquel nous vendons nos lins actuels. Il y a bel et bien d'autres pays qui seraient éventuellement intéressés dans la culture du lin. Mais, en tout cas, le triptyque terre, connaissance et climat que nous avons actuellement, bien que le climat, de temps en temps, ça peut quand même provoquer quelques périls, mais en tout cas, en Europe, aujourd'hui, on est largement leader en ce qui concerne les quantités de fibres hectares et la qualité de fibres hectares. Donc, mais c'est bien, effectivement, il y a d'autres pays qui seraient éventuellement intéressés, surtout au prix où sont les lins taillés actuellement. Merci messieurs, en un peu plus d'une demi-heure, vous nous avez tout expliqué sur l'économie et le marché du lin. Merci beaucoup de nous avoir fait partager vos connaissances et on vous retrouve très bientôt sur le plateau de Champ de Vision.